15 investisseurs en France donc, qui ont perdu plus de 2 millions d'euros en achetant un cryptoactif réputé stable, l'UST, accusent Binance, qu'il avait commercialisé l'UST de pratiques commerciales trompeuses. Cet argument accusant Binance de pratiques commerciales trompeuses est-il valable ? Alors déjà, il faut rappeler que n'importe qui peut déposer une plainte. Le dépôt de plainte, en fait, ça permet à une personne qui s'estime victime, d'alléguer qu'une infraction a été commise. Ensuite, c'est au procureur de la République de décider s'il souhaite donner suite ou pas aux poursuites. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'enquête n'a pas encore été menée, donc on ne peut pas savoir si ces infractions ont été commises ou pas. Mais ce qui est important de rappeler, c'est que c'est vrai que le ton accusateur, notamment de Mediapart, qui donne l'impression que l'infraction a été commise, au-delà du fait qu'on peut estimer qu'il y a un caractère diffamatoire, peut avoir un impact sur les marchés du seul fait que les gens s'inquiètent après FTX, après Celsius, etc. C'est assez dangereux, en fait, d'alléguer que Ça nourrit ce que les jeunes appellent le FUD. Exactement. Voilà, vous comprenez ce terme, vous. Parfait. Voilà. Moi, je l'ai appris grâce à la communauté crypto. Vous le connaissiez, Gonzague, ce terme, le FUD ? Oui. Bon, parce que vous êtes de cette communauté, voilà. Oui, et en fait... Et parce que vous êtes jeune aussi, pardon, excusez-moi. Je suis plus jeune ici, non ? Non, mais vous êtes jeune depuis beaucoup plus longtemps, donc vous êtes plus jeune. Sarah. Oui, et donc ce que ça rappelle, c'est que, d'une part, le temps médiatique est beaucoup plus rapide que le temps judiciaire. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment Binance va réagir à cette situation, pour voir s'il va calmer ou en tout cas rassurer les investisseurs. Mais voilà, au-delà de la forme, ce qui est intéressant, c'est de comprendre le fond de l'affaire. Parce que ça, pour le coup, je trouve ça très intéressant d'un point de vue juridique. Donc, un bref rappel, l'UST, c'est ce qu'on appelle un stablecoin algorithmique. Donc, vous le savez mieux que personne. Et en fait, un stablecoin algorithmique exprime son prix par rapport au dollar, mais ça ne veut pas dire qu'il est adossé au dollar. Et ce qui rend la chose encore plus intéressante, c'est qu'avec l'arrivée de MiCA, on rappelle que c'est la réglementation européenne qui va encadrer le régime des cryptoactifs, les stablecoins algorithmiques vont être interdits. Donc ils vont disparaître. Et la raison pour laquelle ils vont disparaître est précisément la raison ou l'argument qu'apportent les investisseurs pour dire qu'ils ont été lésés. C'est pour ça que c'est intéressant de comprendre l'argument de fond. Alors, je fais un récapitulatif. Un stablecoin, ça stabilise sa valeur par rapport à une valeur de référence. Et cette valeur de référence, dans le cas de l'UST, c'est le dollar. Sous MiCA, lorsqu'on stabilise sa valeur par rapport à une monnaie, on appelle ça un EMT. EMT pour e-money token. E-money, comme la monnaie électronique, token, parce que c'est sur une blockchain. Maintenant, quand on a un e-money token, on peut stabiliser sa valeur avec des mécanismes de taux de change différents. On peut avoir ce qu'on appelle un hard peg, comme par exemple Tether qui stabilise sa valeur avec une créance sur l'émetteur, donc 1 euro ou 1 dollar égale un Tether, avec cette créance bancaire. Mais on peut avoir ce qu'on appelle aussi des soft pegs ou des floating rates, qui en fait nécessitent des mécanismes de marché ou des algorithmes. C'est le cas de l'UST. Alors maintenant qu'on a compris cette histoire de taux de change, il faut rajouter un paramètre qui est que le stablecoin, lui, peut avoir une collatéralisation totale ou partielle avec des réserves qui, elles, sont plus ou moins liquides. Et le fait, en fait, de dire qu'on a affaire à un stablecoin, une valeur stable qui est garantie, ça occulte le fait qu'on fait référence à la valeur de référence, le dollar qui, elle, est stable, mais on ne fait pas appel à la notion de valeur de réserve ou de mécanisme de stabilisation. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le professionnel, d'une manière générale en droit, il a une obligation d'information, d'information claire et non trompeuse. Et la question, c'est est-ce que le fait de ne pas avoir mis le consommateur en mesure de comprendre cette distinction entrait dans le périmètre de l'obligation d'information? Et c'est ce que les avocats en face vont devoir... les avocats de Binance. Les avocats de Binance vont devoir montrer le contraire et les avocats des investisseurs vont devoir prouver que ça rentrait bien dans cela. Et donc, en fait, pourquoi sous MiCA ça va disparaître? Parce que les standards prudentiels de valeur de réserve, etc., vont rendre quasiment impossible de facto à des stablecoins algorithmiques de fonctionner parce qu'ils disent, en somme, que la valeur de la réserve doit être proportionnée au risque de la valeur de stabilisation. Et ça ne fonctionne pas avec les stablecoins algorithmiques.